Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire. Alors vous êtes déjà assez nombreux, c'est très cool. Le sujet dont on va parler aujourd'hui, c'est comment maintenir les revenus cookie-based encore 18 mois. Vous le savez, en 2023, les choses vont changer. Magali ici, cofondatrice d'Opti Digital et moi-même CMO de la solution de conversion d'audience Pool. On va vous proposer 10 projets sur lesquels bosser dès maintenant pour d'abord ne pas scier la branche sur laquelle vous êtes assis aujourd'hui en tant qu'éditeur et puis préparer l'après. Donc je suis accompagnée de Magali. Alors, attends, est-ce que j'arrive à passer la slide? Merveilleux. Ouais, l'agenda, pardon, de ce webinaire. Donc, d'abord, l'intro. Magali va se présenter, va présenter Opti Digital. Moi, je vais présenter Pool. Et ensuite, on passera à travers 4 grandes parties. D'abord, comment, en tant qu'éditeur, vous devez définir vos objectifs. Ensuite, comment maintenir les revenus cookie-based. Comment gérer les environnements sans consentement parce qu'ils sont en plein développement. Et puis, comment préparer l'après. Et là, on parlera, sans grande surprise, de recueil de first-party data, mais pas que. Alors, Pool, rapidement, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, donc on est une plateforme de conversion d'audience. On a 3 produits principaux qui sont un paywall, un registration wall, un cookie wall. Cookie wall bloque le contenu en échange d'un consentement ou d'une alternative. Un registration wall bloque le contenu et le débloquera en échange d'une création de compte ou d'un login. Et paywall en échange d'un abonnement. On bosse avec tout type de producteurs de contenu en ligne, historiquement de la presse, mais pas que, de plus en plus de marques, de plateformes de e-learning et d'autres producteurs de contenu en ligne. Et Bonjour. Opti, Magali, je te laisse te présenter. Merci Marion pour l'intro. Alors, moi, je suis Magali Quintelrem, je suis la cofondatrice et directrice générale d'Opti Digital. Chez Opti Digital, notre métier, c'est de développer des solutions de monétisation pour maximiser les revenus des éditeurs de médias online dans leur ad server afin de leur garantir une transparence totale. On a commencé par développer il y a 5 ans une solution de publicité unifiée qui donne accès à un ensemble de fonctionnalités indispensables comme l'insertion automatique des publicités au bon emplacement, l'ad refresh, le header bidding, le chargement tardif pour améliorer les taux de visibilité. Notre équipe planche depuis presque 1 an maintenant sur un nouveau produit qui s'appelle les Dynamic Price Floor, qui permettra de pousser vers le haut les CPM des différents partenaires connectés en programmatique pour augmenter la rentabilité. Et tout ce qu'on fait, on le fait de manière data-driven. On s'appuie sur notre plateforme d'analyse qui centralise tous les indicateurs de performance. Donc, je disais taux de visibilité, mais aussi taux de compétition, RPM page, ARPU aussi, ARPU par type de visite. Et on le fait de manière agile avec des solutions d'A/B testing, ce qui nous permet d'aller gagner des points supplémentaires petit à petit. Voilà. Voilà, je vais remettre mon micro. Donc le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est comment on fait pour maintenir les revenus publicitaires, en l'occurrence, ces prochains mois. La première des choses, c'est qu'il faut bien comprendre votre structuration d'audience. Pour certains éditeurs, c'est évident, pour d'autres, ça ne l'est pas encore forcément. L'idée selon laquelle plus vous avez d'audience, plus vous avez de revenus, elle est absolument plus vraie aujourd'hui, puisque les audiences, c'est pas un paquet uniforme comme on peut voir à gauche. Les audiences, elles sont extrêmement hétérogènes. Ouvrez vos analytics, vous verrez que vous avez 90%, 85% selon les éditeurs, de personnes qui sont très volatiles, qui viennent qu'une fois par mois, qui ont un engagement extrêmement faible avec votre marque, avec votre titre. Et des niveaux d'engagement, des populations engagées qui sont évidemment bien moindres. Vous avez aussi des audiences, c'est le sujet qui va nous intéresser beaucoup aujourd'hui, et malheureusement, je vois que le petit emoji cookie n'est pas passé sur la slide. Mais en vert, mon histogramme vert, c'est
les audiences consenties, enfin, qui consentent au dépôt de cookies, avec la partie rouge, non-consentement. On le voit depuis un an maintenant pile, hein, depuis avril depuis 2021. Et Magali, je crois que tu as un super graphe après. Les taux de consentement sont en chute suite à la dernière législation CNIL. Et du coup, une audience non consentie, c'est pas de tracking, pas de data, pas de ciblage. Certains disent qu'une audience non consentie, c'est la moitié de revenus publicitaires. Chez certains, c'est aussi carrément zéro. Et donc, on peut pas imaginer que toutes ces audiences valent la même chose. Il y a la question, dernière barre, du statut des utilisateurs. La plupart de vos utilisateurs sont anonymes. Une petite partie, pour ceux qui ont déjà passé le pas, peuvent être des membres gratuits. Pour d'autres, peuvent être des membres payants et abonnés aussi. Et évidemment, toutes ces audiences ne se valent pas, vous rapportent pas la même chose. Et c'est pour ça que c'est très intéressant de réfléchir en termes d'ARPU, de revenus moyens par utilisateur que vous avez, et non plus du tout en termes d'audience, de nombre d'utilisateurs sur votre site, puisque ça, c'est pas que ça veut plus rien dire, parce que ça veut probablement parler d'awareness et de notoriété, mais on ne sait pas si ces utilisateurs, ils sont cookie consent, s'ils ont des adblockers, etc. Donc ça ne sert un peu plus à rien. Voilà, il vaut mieux réfléchir en termes d'ARPU. Au niveau des consentements. Alors tout à fait. Ce qui est intéressant aussi, c'est de déjà connaître son audience, comme tu disais Marion. Prendre conscience que si on utilise encore Google Analytics et qu'on a bien configuré son Google Analytics en synchronisant le déclenchement de Google Analytics à la CMP, finalement, on se met des œillères et on oublie toute une partie de l'audience qui n'accepte pas ce cookie. Et donc, en fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on traque côté Opti Digital via un cookie first party, tout ce qui est en fait l'inventaire publicitaire. L'inventaire publicitaire, c'est des milliers d'ad requests. Et en fait, ce qu'on remarque depuis avril 2021, c'est que pour 1000 ad requests, le taux de consentement baisse et baisse continuellement. Petit à petit. Alors, grâce à cette espèce de truc qu'ont imaginé les éditeurs et qui a été finalement validé par la CNIL du continuer sans accepter, c'est pas de l'audience qui refuse tout, c'est de l'audience qui ne se prononce pas, mais sur laquelle on n'a pas non plus les mêmes capacités de ciblage, les mêmes capacités de rentabiliser ces inventaires-là. Et en fait, on se rend compte aussi que l'internaute apprend que quand il clique sur continuer sans accepter, finalement, il a moins de publicité. Donc, ça lui fait presque comme un adblock. Et donc, il va le faire. Et il le fait de plus en plus. Donc, c'est vraiment très important de prendre conscience de ça et puis d'adapter sa stratégie en fonction du consentement. Yes, ce qu'on voit, c'est effectivement ce qui est important, c'est bien de se dire que tous les utilisateurs donc, ne se valent pas et qu'il va être important de définir une stratégie pour chaque segment d'utilisateurs. Le principe de base, c'est que pour des lecteurs volatiles, ils ne sont pas engagés, ils n'ont probablement aucune propension à l'abonnement. Un lecteur volatile dans le langage pool, c'est un lecteur qui vient une fois par mois. Après, c'est des paliers qui peuvent évidemment varier suivant les médias. Mais ces lecteurs volatiles, donc, ils ne sont pas engagés, ils ne vous connaissent pas, ils n'ont pas d'attachement à la marque. Il y a très très peu de chances qu'ils s'abonnent. Nous, on le voit, enfin, on le voit quand on accompagne des éditeurs sur la conversion à l'audience. Un lecteur volatile, il convertit dans le meilleur des cas à 0,01%. Et encore, là, je vous parle de chiffre desktop. Sur mobile, c'est encore pire. Donc, ces gens-là, comment on les monétise avec de la publicité soutenue et en essayant de mettre en place une stratégie d'engagement pour que justement ils arrêtent d'être volatiles et ils commencent à s'engager. Ça, c'est quelque chose, je crois, chez Opti que vous avez qui est vraiment très intéressant, c'est de pouvoir adapter la pression publicitaire au profil du lecteur. Oui, tout à fait. En fait, on va toujours essayer de comprendre si l'internaute est un internaute returning user, quelqu'un qui revient régulièrement, ou si finalement, pendant les 30 derniers jours, c'est sa première visite. On peut traquer la source via un UTM, on peut traquer aussi sa fréquence et donc adapter la pression publicitaire à sa fidélité, on va dire. Donc plus il va être engagé avec le média, revenir régulièrement, plus on va le protéger. On va essayer
de l'inviter au membership. Là, je te laisse parler de ça, Oui. Marion. Ouais, c'est ça. Donc pour les volatiles, moyens de monétisation, publicité, évidemment, il nous faut, dans le meilleur des cas, le consentement cookie. Donc là, l'utilisation d'un cookie wall, on y reviendra, mais peut être hyper pertinente. Et de l'engager. L'engager, c'est quoi? C'est peut-être lui faire découvrir du contenu et donc de pas tout bloquer à ce moment-là avec un paywall ou avec un registration wall. Donc le laisser consommer, de l'aider à recirculer. Et peut-être au bout d'un moment de lui prendre aussi son adresse email pour l'abonner à la newsletter pour générer de la récurrence de visite dans le futur. Une fois que cette personne est engagée, donc soit simplement inscrit newsletter, soit carrément à créer un compte. Ah non, pardon, créer un compte et celui d'après. Mais en tout cas, on a commencé à créer de la récurrence de visite. Là, ça va être intéressant de baisser la pression publicitaire sur lui et de l'inviter à créer un compte vraiment. Et donc là, le registration wall peut être très intéressant. Registration wall, bêtement, hein, c'est un wall qui va protéger votre contenu avec ou sans possibilité de dire non merci. Ça, c'est vous qui choisissez dans la plateforme. Et de présenter un formulaire, adresse mail, mot de passe classique. Allez créer un compte si vous voulez débloquer ce contenu. Et une fois que la personne a créé son compte, donc là, elle est identifiée. Elle ne paye toujours pas. Enfin, en attendant, on a quand même récupéré une partie de data non négligeable. On va pouvoir, in fine, si c'est le business model de votre média, lui proposer de l'abonnement. Ou sinon, Magali, sur le volet publicitaire, je te laisse y aller. Ouais, ou sinon, alors, ce qui est sûr, c'est que déjà quand, il va s'enregistrer ou quand il va, utiliser un login, on va pouvoir récupérer, de la donnée, utilisateur avec son consentement, et convertir, cette donnée, pour lui donner de la valeur, publicitaire et donc ce qui va nous permettre aussi par la suite, bah, d'alléger la pression publicitaire, mais que chaque affichage soit un peu plus rentable, pour ces membres-là. Parce que c'est pas parce qu'ils sont devenus abonnés et fidèles aux médias que on doit considérer qu'on doit jamais leur montrer de la publicité. Quand on achète une revue en kiosque ou qu'on achète le journal, ben, on accepte qu'entre des articles, il y ait parfois un encart publicitaire. Et c'est vrai aussi hein, sur des grands médias comme Le Monde ou même quand on est abonné, on a de la publicité. Donc l'idée, c'est pas forcément d'arrêter tout, mais d'en avoir un peu moins et que chaque publicité soit plus rentable. Ouais. Et on comprend vraiment bien que ça n'a pas de sens d'adresser tous les publics de la même manière, puisque tous les publics ne se monétisent pas du tout de la même manière, n'ont pas la même valeur, on ne pourra pas Tout à fait, tout à fait. tirer la même chose. Sur le sujet du consentement particulièrement, donc on voit que ça chute depuis 1 an maintenant. Deux méthodes pour les faire remonter. D'abord, dégrader l'UX si pas de consentement. Donc à droite, Magali, tu as mis un exemple de jeu gratuit qui est très parlant et c'est presque ce qu'on voit le plus souvent, c'est-à-dire un énorme bandeau qui dit écoutez, pour naviguer sur le site maintenant, acceptez le consentement. Un Mmh. autre exemple que j'ai vu en me baladant, c'est un petit site d'agence, mais j'ai trouvé leur idée vraiment sympa, je voulais vous la repartager ici. Ils passent tout le site en noir et blanc si vous n'avez pas les cookies. Et il y a un petit bandeau en bas à gauche qui dit reprendre des couleurs, retrouver une navigation premium en acceptant les cookies. Et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant parce que bah, oui, ça dégrade l'expérience, c'est exactement ce que ça fait. Simplement, c'est fait de manière assez douce et j'ai trouvé assez sympa. Et je ne l'ai pas vu sur des sites médias en France et ça me semble quelque chose d'assez chouette. Ouais, ouais, tout à fait. Bah, là, le jeu gratuit, c'est un des sites, qui appartient au groupe CCM Benchmark Le Figaro. Donc, vous pouvez observer le même type de bandeau, qui dégrade l'expérience utilisateur sur Journal Linette, par exemple. Quand vous allez, consommer de l'information, spécialisée sur notre secteur, ben, si on se logue pas, ou si on n'accepte pas les consentements, plus précisément, le groupe a fait le choix de dégrader l'expérience pour, vraiment inciter l'internaute à prendre conscience de l'importance des consentements et à le faire changer d'avis. Une autre manière, donc vous avez, de toute façon c'est obligatoire, tous des CMP. Pool a un partenariat avec Didomi et où en fait, nous on a développé ce qu'on appelle un cookie wall avec alternative. Donc c'est un wall qui va bloquer le contenu et qui va demander pour débloquer soit le consentement, soit une alternative sans dépôt de cookie, par exemple l'abonnement ou la création de compte. Et en fait, ce cookie wall, donc il vient bloquer l'article, donc au niveau article, et il vient en fait vraiment complémenter la CMP, c'est-à-dire que
le cookie wall va s'afficher si à la CMP, on a eu le nom. Et quand la personne va essayer de lire le contenu, on va lui dire ce contenu est bloqué. Veux-tu revoir ton choix sur l'acceptation des cookies? Oui, non, là ça rappelle la CMP. Ou souhaites-tu t'abonner? Auquel cas, en tant qu'éditeur, vous avez vraiment la responsabilité de proposer un parcours d'abonnement cookieless, c'est évident. Mais voilà, et ce type de dispositif permet de récupérer des points de consentement de manière extrêmement rapide et extrêmement efficace. Mmh. Après, il y a une autre stratégie qui est imaginable également. Si on ne souhaite pas bloquer l'accès au contenu via un cookie wall, on peut aussi réutiliser des espaces publicitaires qui ont été laissés vides parce qu'on n'avait pas le consentement pour y afficher des campagnes. Donc là, c'est l'exemple d'un site qu'on accompagne depuis plusieurs années, Frandroid. Lorsque l'internaute refuse le consentement dans la CMP, ce qu'on fait, c'est qu'on le bascule automatiquement sur notre ad server. Donc, on a un ad server alternatif à Google Ad Manager parce que Google Ad Manager n'est pas compatible avec un environnement sans consentement. Et dans notre ad server, on programme des campagnes. Alors, on peut programmer des campagnes d'autopromotion pour d'autres éléments du média, par exemple une newsletter, télécharger l'application mobile ou de l'autopromo, quoi. Essayer de générer davantage d'engagement encore avec le média. Ensuite, on peut programmer des campagnes de récupération du consentement. Donc là, vous en avez un exemple ici, où si l'internaute clique, et ben, en fait, on prompte la CMP de nouveau pour lui proposer de changer d'avis et de rebasculer dans un environnement avec consentement. Et après, on peut aussi diffuser d'autres types de campagnes sur ces inventaires-là. Autre chose qui est important et qu'on peut mettre en place déjà et en tirer déjà des bénéfices, c'est savoir segmenter son audience first party pour trouver des alternatives aux cookies tiers. C'est-à-dire qu'on sait qu'aujourd'hui, on a une partie de notre audience qui n'a pas accepté la publicité ciblée. Ça veut dire qu'on ne peut pas avoir de ciblage comportemental selon son historique de navigation. Donc, en fait, il y a quelque chose qu'on peut faire en tant qu'éditeur, c'est se dire, plutôt que de me reposer uniquement sur des cookies de tiers, je vais créer moi-même mon audience segmentée. Donc, c'est surtout intéressant pour des sites qui sont avec des contenus très divers. Je prends par exemple un site d'information nationale qui va parler de politique, d'économie, de beauté, du temps qu'il fait. C'est très important pour lui de savoir segmenter qui a navigué sur quelle page. Donc, en fait, via des solutions, ça peut être via l'ad server directement ou via une data management plateforme, on va créer des segments, essayer de voir quels sont les segments qui sont intéressants pour nos annonceurs. Ensuite, on va populer ces segments. Donc, à chaque fois qu'un internaute navigue sur une page qui correspond à des critères, par exemple, la page qui parle de mode, la personne qui va passer sur cette page-là, on va lui déposer un cookie first party qui est accepté et on va populer ce segment avec toutes les personnes qui passent sur ces pages qui parlent de mode. Et ensuite, on va proposer ce ciblage intérêt mode à des annonceurs et ça nous permettra de diffuser de la publicité ciblée de manière comportementale sans reposer sur des cookies tiers. Donc ça, c'est quelque chose, je donne l'exemple ici de segments, on va dire, par centre d'intérêt, mais ça pourrait être également des segments avec des données sociodémo. De manière déclarative, on pourrait avoir un registration wall dans lequel on demande quel est votre âge, quel est votre genre, quel est votre code postal. Et donc, ça nous permettrait également de créer ces segments first party. Yes, et ça évidemment dans un registration wall pool, moment autopromo, voilà. Vous pouvez mettre tous les champs que vous voulez pour récupérer toutes les données que vous voulez. Bon, il y a aussi un cas, c'est qu'on n'a pas réussi à récupérer le consentement et ça, on voit que ça risque de ne faire qu'augmenter. Et donc Magali, qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas réussi à récupérer le consentement pour continuer à gagner de l'argent? Alors en fait, on a précisément sur le marché français, on a deux cas de figure. C'est un peu une exception. Nous, on travaille sur d'autres marchés
en Europe et il n'y a pas ce petit lien magique du continuer sans accepter. Alors aujourd'hui, sur l'immense majorité des éditeurs en France, on a dans la CMP, que ce soit celle de Didomi ou de Sirdata et même plus récemment sur celle de Quantcast, la possibilité de proposer cette option continuer sans accepter et en fait de s'appuyer sur son intérêt légitime pour diffuser de la publicité sans ciblage comportemental. Donc pour faire cela, il existe des solutions. Donc il y a une solution, on va dire, limitée, qui s'appelle Google Limited Ads, qui est ni plus ni moins que Google Ad Manager, l'ad server, mais qui est limité parce que Google ne participe pas aux enchères, Google ne dépose pas de cookies. En revanche, on peut l'utiliser pour diffuser des campagnes en gré à gré avec des créatives qui ne déposent pas de cookies, des liens de redirection qui ne posent pas de cookies, etc. On peut aussi l'utiliser pour diffuser des partenaires qui sont compatibles, qui l'acceptent via Prebid. Là, je vous ai mis un petit camembert où on peut voir la répartition du chiffre d'affaires qui est généré par ces partenaires qui sont connectés dans les enchères. Et on se rend compte que dans certains cas, des partenaires ont de la demande qui ne nécessite pas de cookies tiers et donc vont participer aux enchères, vont créer de la valeur. Et ce qui est important, c'est de savoir que dans certains cas, les partenaires vont nous dire non, moi je ne veux pas être appelé lorsque je n'ai pas le consentement parce que finalement vous allez m'envoyer des milliers de bid requests et ça va me créer des coûts alors que derrière je ne vais jamais répondre parce que je n'ai pas de demande sans déposer de cookies pour des raisons de tracker, de visibilité, de tracker de brand safety qui proviennent souvent d'entreprises tierces comme Double Verify ou IAS, etc. Donc l'important pour le faire de manière la plus optimisée possible, c'est de sélectionner quels sont les partenaires selon le type de consentement. Donc, dans le cadre d'un continuer sans accepter, dire, voilà, je limite mes enchères à, admettons, c'est 5 partenaires qui, eux, sont compatibles. Et comme ça m'évite d'envoyer, d'alourdir le chargement du site et je peux afficher la publicité plus rapidement. Et en dessous, je vous ai mis un petit graphique. C'est un tableau qu'on a pris sur l'un de nos éditeurs. Où on peut voir un peu comment se répartit l'inventaire, donc les ad requests, l'inventaire disponible selon le type de consentement, entre tout accepter et continuer sans accepter. Et puis qui explique aussi, donc là on voit qu'il y a une certaine rentabilité quand même, un certain ECPM net, alors là il a 1,19 contre 1,47 et après nous ce qu'on calcule c'est l'inventaire ECPM, c'est-à-dire qu'il va aussi prendre en compte quel est le taux de remplissage. Et dans le cas de Google Limited Ads, parce qu'on n'arrive pas à remplir correctement l'inventaire uniquement via de la publicité programmatique avec les partenaires compatibles, on fait un backfill automatique, on bascule automatiquement sur notre ad server alternatif, Opti Digital Ad Server, pour diffuser les campagnes de récupération du consentement dont on a parlé auparavant, et aussi des campagnes à la performance de l'éditeur ou sélectionnées par l'équipe d'Opti Digital. Donc ça permet d'aller quand même maximiser ses revenus sur ce type de consentement. Et après, on a le dernier cas de figure, qui est le cas d'opposition totale, où là, l'internaute dit « refuser tout », et auquel cas, on ne peut pas non plus utiliser Google Limited Ads. J'ai entendu dire par Google qu'ils prévoyaient de se rendre compatible en 2022, mais ils n'ont pas de date. Mais donc, pour l'instant, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on redirige vers notre ad server alternatif. On diffuse du gré à gré, des autopromos. Et on a essayé de diffuser de la publicité programmatique. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le marché n'est pas encore mûr pour cela. On a très, très peu de taux de participation en cas de refus total. Et donc, c'est pas rentable. Donc, alors, c'est pas rentable aussi parce que il y a encore des inventaires avec beaucoup de consentement, mais au fur et à mesure qu'il y a des inventaires qui se créent sans consentement, le marché va s'adapter, j'espère, et on aura de plus en plus de demandes de nos partenaires et ça deviendra rentable aussi de diffuser la publicité programmatique dans ce cas-là. Voilà. Forcément que ça évoluera.
Ça peut pas être autrement. Ouais. Et donc, ça, c'est pour dès maintenant, mais ça prépare aussi l'après, parce que si jamais on voit que ce taux de consentement ne fait que baisser, ce sera encore pire dans quelque temps. Donc, c'est très important de le faire tout de suite. Et donc, pour préparer l'après, on a des solutions, et notamment l'une d'elles, c'est de recueillir de la donnée first party. Donc, Ouais. je te laisse la parole, Marion. On en parlait tout à l'heure. Effectivement, un registration wall, je vous ai mis 3 exemples. Ça permet de demander la création de compte ou le login à un internaute anonyme. Donc un exemple avec Capital à gauche, où on va mettre le champ directement dans le wall. Donc sur ce type de formulaire-là, on a des taux de conversion, de complétion précisément, qui sont très très bons, puisqu'on demande à la personne de remplir ces champs. Et on peut même dans certains cas pré-remplir si on a des informations sur elle, si elle vient d'un email par exemple, un email marketing de l'éditeur. On a des très bons taux de complétion quand les champs sont directement dans le wall, donc en fait directement dans le contenu, qui est quand même le meilleur emplacement du monde, au cœur du contenu. Donc là, sur l'exemple capital, on n'a que le champ email, mais on pourrait mettre le champ genre, mot de passe, un menu déroulant sur des préférences thématiques, par exemple. Êtes-vous intéressé sur un site de sport, par exemple, aimez-vous plutôt le foot, le rugby, la piscine? Voilà. Autre exemple, celui du milieu, où là, on a le bouton qui mène vers la... Alors non, ici, en l'occurrence, ça appelait la popine de création de compte de l'éditeur. Donc quand on clique sur le bouton jaune «Devenez membre», la popine s'ouvre. Et puis à droite, Paris Match, qui pendant la présidentielle avait réservé un certain sondage. Ils avaient un contenu hyper exclusif qu'ils avaient réservé à leurs membres. Et ils ont fait un wall, vous voyez toutes les vagues là, rose, rouge, noir. C'est nous, c'est notre wall. Donc un wall qui a vraiment pas une tête de wall, qui est très élégant et qui bloquait le contenu et qui demandait la création de compte à cet endroit-là. Et donc, ce qui se passe après la création de compte, Magali? Alors là, j'ai réutilisé le registration wall de Capital, même si c'est pas l'un des sites avec lesquels on travaille aujourd'hui. Mais c'est pour expliquer quel est le processus qu'on met en place pour utiliser cette donnée first party et lui donner de la valeur. Via le registration wall, on collecte des données. Alors ça peut être un champ email ou un champ numéro de téléphone portable qui a de la valeur, parce que lorsqu'on va le convertir, c'est-à-dire qu'il va être encrypté, haché, en MD5 ou en SHA 256. Ce code est ensuite mappé avec un ID utilisateur qui est unique. Donc il existe différents types d'ID aujourd'hui qui font le pont comme ça entre l'éditeur et l'annonceur, la marque. Je pense à l'éditeur Unified ID de The Trade Desk. Je pense à ID5 qui est très populaire en Europe, à Ramp ID de LiveRamp. Il y en a d'autres, je crois qu'il existe le Criteo ID. Voilà, donc il y en a vraiment pas mal. Et l'idée, donc, c'est de mapper cette donnée de l'internaute avec un ID utilisateur unique. Et cet ID, on l'envoie dans la bid request, on l'envoie à tous les annonceurs. Et si une marque a elle-même de la donnée first party, ces internautes, on va dire, les plus captifs, qui achètent régulièrement ces produits, etc., et souhaitent diffuser sa campagne auprès de ces internautes, il va répondre davantage. Donc, ça va nous permettre d'enrichir la bid request avec des capacités de ciblage, des capacités de ciblage qui sont nouvelles, qui sont très, très qualitatives, qui ne reposent pas sur le cookie tiers. Et en enrichissant cette bid request, on aura donc des CPM en retour qui seront plus élevés parce qu'on a donné cette capacité de ciblage aux marques. Ils vont payer plus cher pour atteindre cette audience. Et ça nous permettra d'adapter ensuite la pression publicitaire à ces internautes qui nous ont fait confiance, qui se sont inscrits pour consommer du contenu. Donc là, on va consommer la bid request et on va afficher une publicité qui sera plus rentable. Donc il y en aura moins, mais plus rentable. Il y a quelque chose qui est important, je pense, de noter, c'est qu'il y a une problématique ici qui est très prenante et qu'on voit régulièrement, c'est oui, mais quel est le reach?
C'est-à-dire, quelle est la couverture de ce type de wall. Finalement, si j'ai que 3% de mon audience associée à un ID utilisateur, ça n'a pas de valeur. Je vais gagner un peu plus, mais sur vraiment très, très peu d'audience. Je pense que ce qui est important de comprendre, c'est qu'aujourd'hui, c'est le cas parce que les annonceurs, ils ont encore le choix. Ils ont encore le choix de cibler des audiences via du cookie third party dans Chrome. Et finalement, les seuls environnements sur lesquels il n'y a pas accès réellement, c'est sur des navigateurs qui n'acceptent pas les cookies tiers, comme Safari, Firefox, Brave, par exemple. Mais demain, lorsqu'il n'y aura pas d'alternative, c'est-à-dire que lorsqu'on n'aura plus du tout de cookies tiers dans Chrome aussi, nécessairement, le reach, c'est-à-dire le pourcentage de bid requests consommés par les annonceurs sera beaucoup plus élevé, parce qu'ils en auront vraiment besoin pour atteindre leur audience. Et donc, ce sera d'autant plus important pour nous, côté éditeur, d'augmenter le reach en captant cette donnée utilisateur. Et donc, plus tôt on commence à la construire, plus tôt on aura des segments avec un volume conséquent et ça vaudra vraiment le coup. Voilà. Yes, et puis la dernière étape pour maintenir le revenu, si vous avez un contenu qui s'y prête, c'est quoi? C'est un contenu qui a une proposition de valeur, une valeur forte pour votre audience. C'est de tenter la ligne de revenu direct via l'abonnement. Je vous ai mis ici quelques exemples de paywall de certains de nos clients qui proposent des abonnements au mois, à l'année. Bon, il y aurait beaucoup de temps à dire sur les paywalls. Toujours est-il que c'est un axe de diversification des lignes de revenus qui est très important et c'est un axe de développement de l'ARPU qui est majeur pour les mois à venir, qui ne doit pas se faire n'importe comment non plus, qui ne doit pas se faire trop vite. C'est mettre un paywall sur toute son audience en disant je vais me sauver, je vais me sauver comme ça. C'est pas une bonne manière, c'est pas une bonne manière de faire. On a parlé au tout début du webinaire des différentes valeurs d'audience, des audiences hétérogènes, des structures qui sont très particulières. Ça marche pour les paywalls aussi. Il faut pas mettre un paywall sur toute son audience. Il y a des segments, on peut pas récupérer la même chose de chaque visiteur. Moi, ce que je trouve super intéressant avec la solution de Pool, c'est cette capacité de tester différents messages aussi, à différents endroits, via de l'A/B testing, mesurer quel est le taux d'abonnés payants qu'on arrive à obtenir. Et ce que j'aime bien dans celui de Elle, c'est qu'il est très transparent aussi. Il dit, vous aurez une publicité limitée. Il prépare l'internaute finalement pour qu'elle ne soit pas déçue, à ce que quand elle sera abonnée, elle aura quand même un peu la publicité, mais moins, et elle sera plus qualitative. Donc le contrat est clair dès le départ, et ça, je trouve ça très bien. Yes, carrément. Écoutez, on a fini. Alors, si vous avez des questions, des réponses, il est 11h33, on peut rester encore un moment. Alors, vous avez le chat à droite, si vous voulez, et puis sinon, on va arrêter là. Je suis en train de m'étouffer, pardon. Alors, il y a une question de Valentin. Bonjour Valentin. Il est en train de taper sa question. Je suis de retour. Hello, j'écris. Salut. J'ai peur, elle a l'air d'être très longue cette question. Je crois que Valentin travaille pour le siècle digital. Oui, c'est ça. On accompagne Valentin depuis quelques temps déjà. Alors, le membership de Pool est-il compatible avec WordPress? Peut-il réembaser nos utilisateurs actuels et comment peut-il fonctionner avec Opti? Alors, au niveau de Pool Access, on a un nouveau produit qui sort dans un mois
qui est Pool Subscribe, où on va gérer les utilisateurs et les abonnements. Mais aujourd'hui, avec Pool Access, donc c'est-à-dire notre solution de wall dont on a parlé aujourd'hui, nous, on ne stocke pas les membres. Et on fait passe plat. On a le wall que vous paramétrez niveau éditeur comme vous le souhaitez pour récupérer X data. Ensuite, via API, vous allez stocker vos membres dans WordPress ou dans votre CRM, peu importe lequel. Nous, on est absolument agnostique là-dessus. Donc aujourd'hui, Pool ne stocke pas les membres. C'est simplement fait de la récupération. Nous, notre job, c'est de segmenter l'audience et de proposer de bloquer le contenu avec différents types de walls. Pour ce qui est aujourd'hui de Pool Access. Demain, à partir ce produit va sortir au mois de juin. Avec Pool Subscribe, ce sera différent, où là, on gérera les membres. Concernant la deuxième partie de la question sur le fonctionnement avec Opti. Donc en fait, c'est possible, c'est tout à fait compatible. Ce qu'on fait, c'est qu'on va identifier les membres lorsqu'ils se loguent via, par exemple, une paire clé-valeur dans l'ad server ou via un ad unit séparé. Et ça va nous permettre donc d'identifier les personnes qui se sont abonnées. On peut le faire donc à différents niveaux. Soit si c'est un abonnement payant, eh ben, ce sera... on va lui attribuer une valeur particulière et on pourra lui adapter la publicité. Si c'est un abonné gratuit, on pourra aussi l'identifier grâce à un cookie first party qui traque la visite et donc qui nous permet de savoir si c'est un internaute qui est un internaute fréquent, s'il est inscrit. Voilà, donc les différentes phases. Donc c'est tout à fait compatible et sur la base existante, je pense que ça doit être imaginable de le faire soit via un paramètre dans l'URL et qui est relié à l'ad server. Je pense que ce serait comme ça. On peut en discuter ensemble. Et oui, Valentin, peut-être le mieux, c'est qu'on se cale un petit rendez-vous pour en parler. Une autre question. Une autre question. Alors, côté data sur l'activité des utilisateurs, nombre de contenus regardés, à quelle fréquence, point d'accès, SEO, email, social, Pool peut le traiter ou à nous de le faire également. Alors, Pool, nous, on a un système de segmentation natif qui peut être soit vous nous laissez calculer le score d'engagement des utilisateurs. Nous, on a un petit algo qui va calculer, qui va donner donc un score d'engagement suivant le système RFM, récence, fréquence, montant. En l'occurrence, le montant pour nous, c'est un volume de pages vues. Et du coup, nous, on va classer automatiquement, sans que côté éditeur, vous n'ayez rien à faire, vos utilisateurs en volatile, occasionnel, régulier ou fan. Si vous souhaitez avoir une segmentation basée uniquement sur la fréquence de visite, donc un seul des trois critères du RFM, là, vous pouvez définir des paliers. Donc, dans le dashboard de Pool, il y a 3 champs à remplir. Le palier de passage de volatile à occasionnel, d'occasionnel à régulier, de régulier à fan. Et vous pouvez dire, par exemple, je vous dis n'importe quoi, mais c'est ce que font la plupart de nos clients, qu'un volatile, c'est quelqu'un qui va être entre 2 et 6 visites par mois, un occasionnel entre 6 et 14, et un fan au-delà de 15. Ça peut différer, et en réalité, ça n'a pas un intérêt. Ça ne présente pas une énorme différence si on décide qu'un régulier, c'est 10 visites par mois ou 8. Donc ça se fait dans le dashboard en 3 secondes, de définir cette fréquence-là. Sur les points d'accès, SEO, email, social, nous, dans Pool, on va pouvoir identifier des sources de trafic. Alors, il y a 2 choses. On peut créer des segments basés sur la source de trafic, donc provenance Facebook ou provenance newsletter. Et on va pouvoir paramétrer des scénarios par contexte de navigation, en fait. Où on va pouvoir déclencher des actions spécifiques en fonction d'un UTM source ou d'un if store, suivant
suivant ce que vous utilisez. Donc là, c'est notre fonctionnalité qui s'appelle trigger ou déclencheur en français, où on va déclencher un wall particulier. On a des éditeurs, par exemple, qui le font sur leur newsletter thématique. Si je reprends sur la newsletter cuisine, par exemple, si la personne vient de la newsletter cuisine, alors elle verra un wall différent qui mettra en valeur la proposition de valeur de l'abonnement sur la cuisine. Si vous vous abonnez, alors vous aurez accès à telle recette, tel tuto, tel machin. Si la personne vient de la newsletter high-tech, alors son wall mettra en avant, dans l'abonnement, vous aurez accès à telle actu tech, telle interview. Et ça permet réellement de maximiser les taux de conversion sur le wall et donc de faire varier les messages marketing en fonction de la source. Et même chose d'ailleurs sur la pression publicitaire. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait varier la pression en fonction de la source aussi. Donc c'est souvent le cas quand on a quelqu'un qui vient de Facebook, par exemple, ou d'Instagram, où on a juste une visite d'une page, et auquel cas, cette page-là, et c'est pas un utilisateur fidèle, c'est vraiment quelqu'un de très volatile, on va la monétiser au mieux avec davantage de pression publicitaire que sur un internaute qui provient d'une newsletter, par exemple. Ouais, le sujet des Facebook, enfin en l'occurrence des paid ads, est très important pour nous, pour Pool, parce que, par exemple, quelqu'un, comme tu dis, qui vient d'un paid ads Facebook, c'est quelqu'un en général de très volatile. Et donc, si on l'identifie pas spécifiquement, cette personne, on va lui servir, nous, un scénario volatile. Un scénario volatile, évidemment, chaque éditeur décide de ce qu'il fait, mais nous, on a tendance à recommander pour les volatiles de laisser plutôt ouverts les contenus pour que les gens s'approprient, connaissent la marque et s'engagent petit à petit. Si on n'a pas ciblé spécifiquement cette source de Facebook Ads, par exemple, alors la personne va tomber dans volatile. Et donc, vous aurez payé 2 € peut-être à Facebook pour faire venir la personne chez vous, que vous n'allez pas convertir parce qu'elle va tomber dans le seau des volatiles. Et donc, c'est pour ça que c'est très important, via notre fonctionnalité déclencheur, de dire, attends, les Facebook, oui, tous les volatiles, je veux les laisser plutôt passer. En revanche, les Facebook Ads, non, j'ai payé 2 balles pour faire venir le gars. Maintenant, je le bloque avec un rôle spécifique pour lui. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, si on a Émeric. Avec plaisir, Valentin. Bonjour. Alors, est-ce que vous avez de la documentation podcast ou d'autres sources sur le tracking de l'ARPU, implémentation et paramétrage analytics et sur la récupération de first-party data? Alors, nous, l'ARPU, c'est quelque chose... Alors, je ne sais pas si la question était destinée à Marion ou à moi, mais moi, je peux répondre sur le volet plus publicitaire. On a mis en place un cookie technique qui est un cookie, donc qui sera un cookie first party de l'éditeur pour pouvoir traquer la visite et donc associer à un internaute non seulement le RPM page, mais aussi quel est son revenu pour 1000 visites. Et donc savoir l'ARPU par source et par typologie d'internautes. Si grâce à ce cookie, on sait que l'internaute a une fréquence d'utilisation intense sur le site, on peut le classer dans une catégorie fidèle et donc savoir quel est l'ARPU de ces internautes-là. Sur la partie abo, Ouais. sur les systèmes de tracking, pour l'instant, moi en tout cas avec les éditeurs que j'ai accompagnés, on n'a pas de système. Ce qui se passe, c'est qu'on regarde justement les comportements de chaque cohorte de visiteurs et surtout les taux de conversion. Et on va voir qu'un volatile, je vous le disais en début de webinaire, convertit à l'abonnement à 0,01% par exemple par mois, tandis qu'Arfan va convertir peut-être à 2%. Et un membre à 4%. Et donc, en fonction des évolutions de structuration d'audience, on va pouvoir se dire qu'un volatile, il a un ARPU de temps, qu'un fan, il a un ARPU de temps quand on prend la valeur de l'abonnement et puis le taux de conversion. Et évidemment, ce qu'on va chercher à faire, c'est surtout à faire évoluer cette structuration d'audience pour avoir de moins en moins de volatiles et de plus en plus de personnes engagées. On sait aussi, donc ça c'est pour le volet abo, on sait aussi, ça c'est très facile à trouver dans les analytics, qu'un fan va voir plus de pages vues, va avoir donc une fréquence de visite, ça c'est par définition plus importante, et puis va rester plus longtemps sur le site et va voir plus de pages. Et donc en fonction du RPM pub
qu'on aura chez cet éditeur-là, on va pouvoir faire des calculs et additionner en fait l'ARPU abo et l'ARPU pub pour se rendre compte de la valeur de chaque audience. Mais je pense que la question d'Aymeric, c'était est-ce qu'on a de la documentation, des podcasts? Ce qu'on peut faire, c'est lorsqu'on vous enverra le replay de la présentation, ajouter aussi des liens vers les matériels marketing de Pool et d'Opti Digital sur ces sujets-là. Et puis, vous tenir informé à chaque fois qu'on publie de la documentation là-dessus. Yes, tout à fait. De toute façon, le replay va être, vous allez le recevoir déjà, je crois, automatiquement via Livestorm dans quelques minutes. Et puis, nous, on fera un article sur notre blog et vous le recevrez aussi. Nous aussi. Merci. Merci à tous. Je crois qu'il n'y a plus de questions. Merci à tous d'être venus. Et merci à Marion et Madeleine de Pool pour avoir contribué fortement à l'organisation de ce webinaire. Merci Magali et toute l'équipe d'Opti Digital. Bonne journée à tous et puis à bientôt. Bonne journée, à bientôt.